Quelle est la différence entre un emmerdeur et un dissident? Kissinger, l'Oducto. On chantait ça, je me souviens, Ah bon? dans la rue. C'est l'épitaphe, au fait. Pardon? Le prix, c'est un épitaphe. Oui, un peu. Pensez-vous que la nouvelle exode des Juifs est possible en ce siècle XXI? Moi, j'irais en Afrique. Est-ce que l'art est plus fort dans les pays totalitaires? J'ai presque envie de dire oui. Il n'a rien créé entre 39 et 45. Il a découvert sa sexualité. Michel Nourizani, bienvenue à la librairie du Globe. On s'y sent bien dans votre librairie, c'est agréable. Oh, merci beaucoup. Je veille à ce que ça soit confortable. Ma première question, c'est votre origine. Vous êtes hongrois. D'origine hongroise, oui. Moi, Qu'est-ce que ça je veut suis dire? français, mon père était naturalisé français tout de suite après la guerre, et il est venu en France dans les années 10 ou 20, je crois. Il était de Transylvanie. C'est une chose un peu compliquée que l'histoire de l'Europe centrale. Ah oui. La Transylvanie était hongroise, Bien sûr. et elle est devenue roumaine. Mon père a dû passer son bac du jour au lendemain en roumain. Du jour au lendemain, disons 6 mois avant. Il ne parlait pas du tout roumain. Et mon grand-père lui a dit, si tu réussis ton bac dans ces conditions-là, tu peux me demander ce que tu veux. Et il a demandé de venir en France, où il a fait ses études de médecine. On vit dans un monde global, une espèce de méta-monde, hein, mais de plus en plus, on entend par-ci par-là des revendications nationales. La Hongrie, par exemple, avec l'Ukraine, sans rentrer dans les détails, mais il y a un problème. Et la Hongrie, aujourd'hui, vous savez, il y a... Je ne sais pas si je peux prétendre à l'invention de cette expression, mais parfois on dit de urbanisation de l'Europe parce que la vision du monde hongroise est autre que celle qui pensait être majeure, en majorité. Qu'est-ce qui, en vous, est hongrois et que pensez-vous du retour du nationalisme qu'on dit aujourd'hui tout à fait bon? Moi, je pensais que c'était tout à fait has-been de revendiquer un certain nationalisme. Aujourd'hui, le nationalisme devient une idée plutôt acceptable. Alors, moi, je suis français. Je suis né en France et d'un père qui a été naturalisé français. Et je suis plutôt à la recherche pas de racines, parce que j'aime pas beaucoup les racines, mais je suis un peu à la recherche de qu'est-ce que c'était que cette Transylvanie, pas la Hongrie, hein, la Transylvanie, qui est encore quelque chose d'un peu particulier, où il y a un peuple qui s'appelle les Sikoules, les Sécaïs. Alors, par rapport à la Hongrie, disons, telle que vous la décrivez, moi j'étudie qu'il y a eu des dérives en Transylvanie où les gens se sont sentis floués par le traité de Trianon. Le traité de Trianon, c'était en 1920, où la France a donné à la Roumanie une très grosse partie de la Hongrie. C'est resté en travers de la gorge de tous les Hongrois. Et certains Hongrois, pas la totalité, mais certains Hongrois ont été jusqu'à faire alliance avec l'Allemagne, en pensant qu'en faisant alliance avec l'Allemagne, on arriverait, d'ailleurs on y est arrivé pendant un moment, à récupérer
les territoires de la Grande Hongrie, la Hongrie je vais pas dire du départ, parce que toutes ces frontières changent, et notamment la Pologne. Et donc, il y a eu ces dérives-là qui me paraissent horribles, en effet. Et l'urbanisation, c'est vrai qu'elle existe, mais elle existait en France dans les années 30, elle existait en Allemagne dans les années 30, elle existait en Pologne, elle existait un peu partout, avec aussi un antisémitisme qui était un peu partout, jusqu'en Russie, jusque dans les pays balkaniques et un peu partout. Donc, si vous voulez, l'urbanisation, je la regarde avec beaucoup de crainte et d'horreur. On ne peut pas ne pas penser à ce qui se passe en Israël. Pensez-vous que la nouvelle exode des Juifs est possible en ce siècle XXI? C'est difficile de vous répondre, mais je vais vous répondre par quelque chose que m'avait dit un écrivain que j'aime énormément, qui s'appelle Romain Weingarten. Romain Weingarten, qui était juif, et c'était un dramaturge de l'époque de Dubillard, de Beckett, etc., et qui m'avait dit, quand il y a eu la guerre des 6 jours, ils veulent reprendre leurs terres, qu'ils la reprennent, et nous on part, et on va redevenir des errants comme avant. C'est une chose qui traîne dans l'esprit de beaucoup de gens. Écoutez, moi je ne suis pas armé politiquement ou de toute autre façon pour parler de ça. L'exode, c'est pas politique. L'exode, c'est autre chose. L'exode, c'est... L'exode, c'est une horreur. Moi, je n'ai connu qu'une exode qui était celle de 40 de 1940, quand je suis né en 38, donc j'avais 3 ans, quand tous les Parisiens sont partis à la campagne dans le sud de la France. Moi, je ne l'ai pas connu d'une façon horrible, mais il y a des gens qui l'ont connu d'une façon horrible. Donc l'exode, c'est... Quand je vous parle que c'est pas politique, je vous parle simplement de la Bible, du Vieux Testament, je vous parle de ça. J'ai l'impression, je vais m'expliquer autrement, j'ai l'impression que notre mémoire est très courte. Vous savez, un rhinocéros, si vous êtes attaqué par un rhinocéros, il faut se cacher derrière un arbre parce que une seconde... Un gros arbre. Oui, ça dépend de votre taille. Mais 30 secondes après, le rhinocéros oublie. Oui. Il va vous oublier et il va passer à autre chose. Donc j'ai l'impression on devient des rhinocéros. Notre mémoire est trop courte et du coup quand il se passe quelque chose dans le monde, on compare cette chose avec ce qui arrive 30 ans en arrière, 50 ans en arrière, mais pas plus loin. Aujourd'hui, les généraux français qui sont sur les plateaux télévisés comparent ce qui se passe avec la Première Guerre mondiale. Ils ne vont pas au-delà. Quand je vous parle de l'exode, je vous parle de bien avant. Et ma question est de la dispersion des peuples dans le sens que les frontières nous trahissent maintenant. Le monde dans lequel on a vécu jusqu'à maintenant est en train de changer. D'un côté, on se bat pour les territoires, mais d'un autre côté, ça ne veut plus rien dire. Les Russes, par exemple, ils se dispersent. Les frontières, pour les Russes, les Russes qui réfléchissent, s'effacent. Ma question sur l'Israël ou sur le juif errant, c'est dans ce sens-là. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est un drame? Ce sera un drame si ça arrive, mais c'est possible. Vous avez écrit ce petit livre pour lequel je vous parle aujourd'hui, mais on ne va pas parler que de ça. Gombrowicz. Je ne sais pas si je le prononce bien en français, mais c'est comme ça que je le prononce en russe. Moi, je le prononce comme vous, alors ça va. Un écrivain
de la langue polonaise, qui, avant la guerre, est parti en Amérique du Sud. Et qui était vu comme un déserteur, comme un traître. Dans ce sens-là, ma question. Aujourd'hui, partir, est-ce que ça veut dire que tu es déserteur? Partir... C'est compliqué à répondre, parce qu'il y a des gens, par exemple, De Gaulle est parti de la France pour aller en Angleterre. S'il n'avait pas réussi, peut-être qu'il aurait été considéré comme... De Gaulle était un militaire. Oui. Quand les intellectuels partent... tous ceux qui sont partis avec De Gaulle, disons. Mais par exemple, les Juifs qui sont partis aux États-Unis, les Russes intellectuels qui partent aujourd'hui, y compris en Israël, et on leur reproche de ne pas lutter contre Poutine. C'est tellement compliqué. Et ce que j'ai aimé dans le livre, je ne sais pas si on peut appeler ça une biographie de Gombrowicz. C'est au départ une biographie, c'est le point de départ. J'essaye de un écrivain qui la veille du début de la guerre, quelques jours quasiment avant, s'en va. Est-ce que la seule solution aujourd'hui c'est de s'en aller, et si oui, où? Alors, moi, je parle de Gombrowicz. Il a dit, si je pars, c'est parce que je ne servirai à rien. Il dit, Chopin ne s'est pas battu, et d'autres ne se sont pas battus parce que ce n'était pas leur... là où ils étaient bons, là où ils étaient utiles, là où ils pouvaient faire quelque chose. Il dit, moi, si j'étais resté, si j'avais été dans l'armée, j'aurais été pire que tout. Bon, ça, c'est du Gombrowicz pur. C'est-à-dire que c'est vrai et ce n'est pas vrai du tout en même temps. En ce qui concerne maintenant Israël, franchement, de parler de ça, moi, je ne me sens pas capable. C'est tellement compliqué que je ne me sens pas capable d'en parler. Je dis des choses, je vais dire des choses bêtes là-dessus. Mais je pense que les Juifs qui ont décidé d'aller en Israël ne sont pas les mêmes que ceux qui ont décidé de rester aux États-Unis ou de rester en France ou de rester en Russie. Et d'ailleurs, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas changer, que d'autres qui sont en Israël ne vont pas décider d'aller ailleurs. Gombrowicz était parce que on va parler de lui et à travers lui de la guerre d'aujourd'hui et du rôle de l'art, de la littérature pendant la guerre. Vous êtes d'accord que c'est la Troisième Guerre mondiale? On est au bord. Pour moi, on est dedans, mais peu importe. Oui. Est-ce qu'on peut continuer d'écrire pendant la guerre? Ah oui, absolument. Vous êtes sûr? Ah oui, absolument. Et je suis convaincu du contraire. Absolument et violemment pour que l'art s'exprime face à la barbarie. Ah oui. Non, que l'art s'exprime face à la barbarie, d'accord, mais pendant la guerre ou un tout petit peu après. Sommes-nous capables d'écrire quelque chose d'intelligent quand on est dans une tranchée? Tout le temps. Mais il y a des gens qui ont écrit et peint et photographié et dessiné dans des tranchées. Était-ce des œuvres majeures qui sortaient des tranchées? Je ne peux pas dire, mais Apollinaire a écrit des choses étranges. Dieu que la guerre est jolie. Mais, je vous l'accorde, la poésie qui est une espèce de télégramme, en fait. Ce n'est pas un roman, c'est un télégramme. Donc, drôlement resserré. Je vous accorde que, par exemple, aujourd'hui, dans l'expression artistique ukrainienne, il y a des poèmes extraordinaires, mais pas des romans. Non, c'est vrai que le roman, c'est un peu autre chose, ça demande du temps. Mais, par exemple, on peut dessiner, peindre même, on peut composer, Messiaen a composé la fin des temps quand il était en captivité. Je pense qu'on peut
qu'on doit. Mais il y a certaines formes artistiques qui ne sont pas possibles. Le roman, notamment, comme vous l'avez dit, c'est sûr. Parce que ça demande du temps, ça demande beaucoup plus de temps. Et d'avoir une certaine disponibilité d'esprit qu'on ne peut pas avoir quand on est dans l'urgence de la guerre. Mais je crois profondément et violemment, encore une fois, à la capacité de l'art à exister face à la barbarie. Je vais essayer de vous suggérer une idée de réflexion. On vit dans un monde où ce n'est pas que Poutine qui interdit le mot la guerre. Depuis le traité de Yalta, depuis Potsdam, le monde occidental s'est persuadé qu'il n'y a plus de guerre, il n'y a que des opérations spéciales. Qui sont des obligations de vivre dans la paix. On va dire comme ça. Hein. On fait une opération spéciale au Vietnam, une autre opération spéciale en Corée. Les Russes font une opération spéciale en Afghanistan après les Américains. Et aujourd'hui, l'OTAN ne veut pas parler de la guerre, ne veut pas être vu comme celui qui participe dans la guerre. L'Ukraine d'ailleurs non plus. Officiellement, on n'est pas en guerre. Personne n'est en guerre officiellement. On a banni le mot ou on l'a sacralisé presque. Comme chez les Juifs, on ne peut pas dire Dieu, ou on ne peut pas dire la guerre. Et quand la guerre devient illégitime, elle est partout. Ne croyez-vous pas qu'il y a la guerre des tranchées, mais bien sûr qu'il y a les tranchées, mais il y a la guerre d'information. Comment ? Y a-t-il une guerre artistique aujourd'hui ? Ça, c'est une question très intéressante. Est-ce qu'il y a... Enfin, moi, j'ai envie de dire, il y a des affrontements constants. Entre qui ? Des expressions artistiques contre d'autres expressions artistiques. Je ne sais pas si c'est ça que vous voulez dire. Oh ben, je ne sais rien, c'est vous qui dites. Non, il y a... Qui est le diable et qui est Faustus aujourd'hui ? En tout cas, il y en a qui sont les deux en même temps, et notamment Gombrowicz. Mais il y a... Expliquez. Pardon ? Expliquez. Pourquoi il est les deux ? Parce qu'il a vendu son âme au diable ? Il s'est contaminé ? Peut-être contaminé, mais ce qui est important chez lui, c'est qu'il veut rendre le lecteur actif. Et c'est là où c'est important. Et je réponds, en disant ça, je réponds à votre question par rapport à la barbarie. Si le lecteur est actif, s'il le force, le lecteur, à être actif, en disant je suis à la fois Faust et je suis celui qui est manipulé par Faust, ça permet au lecteur de ne pas rester dans la simple jubilation de la lecture, dans le simple plaisir. C'est quelqu'un d'actif. C'est ça qui est important chez Gombrowicz. À mon avis, c'est l'essentiel. C'est quelqu'un qui essaye d'être dans l'ouvert et dans l'actif. Mais il s'est revendiqué comme quelqu'un qui dit non à tout. C'est presque le personnage de la chanson d'un Français sur la poupée qui dit non. Oui, oui, c'est encore autre chose. On dit que le diable... C'est un capricieux ou c'est une position ? Non. C'est un nihiliste ? Non, c'est quelqu'un qui vous empêche de vous arrêter dans une position confortable. Par exemple, si vous dites « cette chandelle est belle », il va vous dire « non, elle est horrible ». Pour que vous vous disiez « pourquoi j'ai dit que cette chandelle est belle ? De quelle façon je l'ai dit ? Pourquoi ?» C'est quelqu'un qui veut faire en sorte que vous ne vous reposiez pas dans un état un peu trop confortable. C'est un emmerdeur. Oui. Quelle est la différence entre un emmerdeur et un dissident intellectuel ? La différence, c'est ce qu'il a écrit.
il a écrit une œuvre, un dissident intellectuel. C'est pas du roman, c'est une pensée. La pensée de Gombrowicz, c'est pas si intéressante que ça. Ce qui est intéressant, c'est ses romans, c'est ce qui l'active, c'est ce qui met en œuvre, c'est ce qui fait que ça, comme dans Ulysse de Joyce, quoi. C'est constant. Joyce, il travaille avec l'humour. C'est très drôle. Moi, je ne sais pas, quand les gens me disent que Ulysse est quelque chose de difficile, d'ennuyeux, etc., moi, j'éclate de rire sans arrêt en lisant. Et j'en ai parlé avec un ami qui me dit mais c'est presque trop drôle, Ulysse. Mais c'est ça aussi, il y a tout ça dans Gombrowicz. Gombrowicz a fui en Argentine. Oui. Le mouvement des artistes indique souvent les endroits où il y a une liberté. Parce que l'Argentine n'était pas exactement l'endroit où il y avait la liberté. Mais pourtant, oui, il y a les endroits, ça peut paraître comme quelque chose d'extrêmement fermé, mais je pense que s'il restait en Pologne, on ne le lirait pas. Souvent, l'artiste, instinctivement, va là où il va survivre. Quand le monde entier s'embrase, ou vous qui êtes quand même un tout petit peu au cœur de l'art contemporain, les artistes, où est-ce qu'ils immigrent aujourd'hui? Y a-t-il un endroit où vous voyez, comme vous savez, le saumon qui va pondre dans un endroit, où vont les artistes aujourd'hui? Les artistes, je ne sais pas, mais moi j'irais en Afrique. Parce que je crois que c'est la terre d'avenir. C'est le pays, le continent d'avenir. On voit à quel point ils ont été, à travers la colonisation, à travers tout ce qui se passe encore en ce moment, on s'aperçoit qu'il y a une très grande jeunesse, une jeunesse. Et il y a d'ailleurs un art africain qu'on instrumentalise de façon que je trouve horrible. C'est-à-dire qu'on met une femme, un Africain, un transgenre, un truc comme ça. On utilise ça, mais il y a une vraie création. Elle s'exprime dans toutes sortes de domaines, dans le domaine de la musique, dans le domaine de la littérature et dans le domaine des arts visuels. Pouvez-vous donner des exemples? Ça m'intéresse, pendant que vous réfléchissez, ça m'intéresse de vous entendre, parce que vous savez, il y a Stravinsky qui n'aimait pas qu'on l'appelle compositeur russe, parce qu'il disait, quand on dit musique russe, c'est comme si on dit l'art des papous. C'est-à-dire qu'on a tendance de folkloriser certaines branches d'art quand ce n'est pas le grand art européen. On réduit la Russie au samovar, et c'est vrai que l'art africain, c'est devenu une espèce de folklore de très très mauvais goût, semi-mondain, et l'atmosphère autour de l'art africain est très déplaisante. Alors, par exemple, je vois, il y a une galerie qui est une des galeries intéressantes qui s'appelle Continua, qui est une galerie originaire de San Gimignano en Italie, mais qui est mondiale. Et il y a là un artiste africain qui est, moi je dirais tout simplement un artiste. C'est pas un artiste folklorique, c'est quelqu'un qui utilise des éléments de son pays, mais pas trop, et qui est un excellent artiste. Je l'ai exposé, moi je le connais depuis une vingtaine d'années, et je l'ai exposé au château de Tanlay. Et je l'avais fait venir. Non, je ne l'avais pas fait venir lui. Il habitait en Allemagne ou en France. Et je lui avais dit, voilà, il y a une salle, tu fais ce que tu veux. Et il m'avait fait un truc en une demi-journée,
Et à la fin, je lui ai dit, écoute, non. Tu es capable de faire beaucoup mieux. Refais ça. Et on en reparle après. Prends une journée de repos, on a une semaine devant nous, et vas-y. Il m'a fait un truc absolument formidable. Et d'ailleurs, dans la galerie Continua, il fait des choses vraiment extraordinaires. C'est un artiste d'aujourd'hui, tout simplement. Il est africain, il est africain. Et la Revue Noire avait fait au Centre Pompidou une exposition il y a une dizaine d'années qui était pas mal du tout. Alors il y avait 90% qui n'étaient pas intéressants, mais s'il y a déjà 10%, c'est pas si mal. Hein. Parce que c'est un pays qui est en devenir. Il y aura une émergence dans 20 ans, ou dans 30 ans, ou dans 10 ans, j'en sais rien, mais on sent que ça pousse, qu'il y a une envie de ne pas être simplement en rapport avec ce pays-là, ce pays qui vous a colonisé, ou celui qui est en train de vous coloniser, ou celui qui va vous coloniser, mais d'être. Et ce qui permet d'être, c'est pas mal, c'est l'art. Il y a quelque chose qui m'a un peu froissé dans ce que vous venez de dire. Vous avez « il m'a fait », et vous avez dit « il m'a fait quelque chose en une fois ». Ah oui. Quel est le rôle de celui qui permet à un artiste d'exister, d'un éditeur, d'un galériste pourquoi pensez-vous que s'il s'adapte à votre goût, il va être meilleur? Alors, c'est pas ça. J'ai peut-être employé un mot qui n'allait pas. Il m'a fait, c'est-à-dire que j'ai considéré que ce qu'il faisait n'était pas à la hauteur de ce qu'il pouvait faire. C'est ça qui ne m'allait pas. Ça ne m'allait pas de le voir se dilapider ou de ne pas aller assez loin dans ce qu'il était lui. Moi, j'avais aucune idée de ce que je voulais. Je voulais qu'il exprime ce que je connaissais de lui et ce que je croyais qu'il était capable de faire. Vous savez, est-ce que c'est plus exact ce que je dis? Ah non, moi je ne vous juge pas. Oui. Je dis juste que, je vous donne un exemple. Oui. Dostoïevski, que vous citez pas mal de fois dans le livre sur Gombrowicz, Dostoïevski a écrit dans Crime et Châtiment, il décrivait la pièce, je ne sais plus si c'était la pièce de la vieille qu'on a tuée à coups d'hache ou si c'était au contraire le policier qui a mené l'enquête, je ne sais plus. Il a décrit la pièce en disant... Au milieu de la pièce, il y avait une table ronde de forme ovale. Alors, l'éditeur lui a dit, écoute, Fyodor Mikhaïlovitch, t'es un peu couillon, on n'écrit pas comme ça parce que soit c'est rond, soit c'est ovale. Et il a dit, je m'en fiche, laisse comme ça. Et je connais cette histoire, et quand j'ai vu qu'il y avait une nouvelle traduction de Dostoïevski par Markovitch, je me suis posé la question, est-ce qu'il a gardé la gourde que Dostoïevski a fait dans la traduction? Et il l'a gardée. Et aujourd'hui, on dit qu'un des traits de talent de Dostoïevski, c'est qu'il écrivait rapidement, il écrivait en urgence. Et si un bon rédacteur avait corrigé toutes ces imperfections, ça ne serait pas du Dostoïevski. Voilà, d'où ma question, est-ce que quand un artiste s'exprime de façon incorrecte, est-ce qu'on doit systématiquement le corriger, comme souvent le font les traducteurs qui, quand ils lisent un texte, le francisent, et du coup ce n'est plus l'auteur, on lit du traducteur. Alors je donne l'exemple dans le livre, là, je donne l'exemple de Diderot, qui change complètement, qui fait d'un anti-déiste un déiste. Ça va très loin, cette façon de traduire. C'est-à-dire qu'il se sert d'un texte pour dire ce qu'il a envie de dire, lui. Bon, c'est un exemple un peu exagéré, mais je donne un autre exemple, celui de Kleist, de la Marquise d'O. Dans toutes les traductions,
le noyau central, c'est-à-dire le moment du coma, on met 3 petits points. Alors que dans le texte original, il y a un tiret. C'est facile de traduire un tiret quand même. Pourquoi le traduire en 3 petits points? Alors que le 3 petits points, c'est une chose de suspension. Ouais. Le tiret, c'est quelque chose de brutal. Je vous accorde que la traduction, c'est quelque chose qui est assez insupportable parfois. C'est très difficile. Quand moi je vois, j'ai une passion pour La Fontaine, parce que c'est quelque chose, c'est un miracle, La Fontaine. Je me dis, comment traduire ce miracle? C'est presque impossible. Ce qui est important, c'est de favoriser les éditions où il y a le texte original et la traduction en face. J'ai un ami qui s'appelle Claude Royer-Journoux, qui est un très bon poète, et qui me disait « Je ne veux pas donner le texte original en face de ma traduction parce que je ne veux pas qu'on me flique. C'est aussi une façon de voir, mais moi je ne la partage pas. C'est-à-dire je vois le texte original et la traduction comme des possibilités d'aller au plus profond de la poésie, c'est-à-dire ce qui est rythme, ce qui est sonorité, ce qui est sens, ce qui est sens mélangé à la sonorité, c'est-à-dire que un poète peut très bien changer de sens parce qu'il n'aura pas la sonorité qu'il a envie d'avoir. Et la sonorité donne du sens à ce qu'un mot plus précis dans le sens du sens ne donnera pas. À propos des flics, vous parlez dans le livre sur Gombrowicz de Dominique Deroux. Oui. Qui était pour moi quelqu'un que... Enfin, je n'ai pas eu la chance de le rencontrer, j'ai rencontré son fils, qui était lui aussi un éditeur et qui est mort il n'y a pas longtemps. Deroux était l'éditeur de tous les parias, j'ai l'impression. Est-il possible aujourd'hui d'être un Deroux dans un monde où on nous flique en permanence? C'est plus difficile. Mais moi, j'ai connu Nadeau, qui est celui qui a publié Ferdinand, qui était un petit peu quelqu'un en alerte de ce qui se passait. Aujourd'hui, c'est vraiment difficile. Quand je vois que même les éditions de Minuit, qui ont été rattachées à Gallimard. Mais j'ai été, il y a 2-3 jours, au Salon de la Revue. Et c'est fou, le nombre de revues qui existent. Il y a même une revue des amis d'Arsène Lupin. C'est extraordinaire, ça. Je vois quand je suis en vacances, quand je vais en province, il y a des petites réunions comme ça d'éditeurs locaux. Et qui sont souvent sur l'histoire locale, mais qui permettent aussi d'autres choses d'exister. Et je vois, il y a des éditions comme les éditions Champion, qui vont faire des livres sur la culture du radis rose au Moyen-Orient entre 1630 et 1631. J'adore ça. Alors, ça ne répond pas exactement à votre question, mais ça veut dire que ça existe quand même, que s'il y a des revues, autant de revues, c'est pas exactement des éditeurs, mais c'est quelque chose qui permet à l'écriture d'exister. Moi, je suis un optimiste pessimiste, mais je suis quand même profondément optimiste, tout en sachant que le contraire existe, et je l'ai un peu au-dedans de moi, ça. Et c'est peut-être ce qui me reste de l'Europe centrale. Moi-même, je suis éditrice et j'avoue que je prétendais pouvoir dénicher des romans contemporains russes
intéressant et elle est publiée en français. Et j'ai rendu mon arme là-dessus parce que je ne trouve pas de texte intéressant. La littérature contemporaine russe est terriblement inintéressante. Peut-on dire la même chose de la littérature occidentale? Comment expliquez-vous l'absence, comme dans le monde politique, il n'y a pas de personnalité vraiment. C'est 50 nuances du gris dans le monde politique. Dans le monde littéraire, y a-t-il des cactus qui poussent? Oui, il y a Catarescu. Je le prononce sans doute mal, mais il a écrit un livre génial qui s'appelle Solénoïde. Il y a un écrivain étrange, je ne sais pas si je l'aime ou si je l'aime pas, mais c'est quelque chose qui existe. C'est Karl Ove Knausgaard. Et je crois beaucoup qu'il faut regarder dans le Nord, en Suède, Norvège et Finlande. J'y ai été il y a une dizaine d'années pour trouver des vidéastes. Et j'ai été assez époustouflé. J'ai vu plutôt des musiciens, des compositeurs. Et notamment, il y a cette femme finlandaise qui a écrit un opéra génial qui s'appelle L'amour de loin, et un qui était beaucoup plus récent encore, qui s'appelle Innocence, qui a été donné à Aix. C'est génial, elle vient de mourir, je crois. Mais si vous voulez, il y a des tas de choses qui se passent, je crois. C'est mon côté optimiste. Non, mais c'est très bien. Bien sûr. L'art, la création existe grâce aux dons, souvent, grâce aux commandes. Ouais. Qui commande aujourd'hui? En France, c'est l'État. Ma question n'est pas là-dessus. Quelle est l'idéologie aujourd'hui qui commande? En tout cas, les artistes vont tout faire pour que l'idéologie ne les commande pas. Après, quelquefois, ils se servent d'une idéologie, ils la détournent. Quelle est l'idéologie qui commande en ce moment? Il y a quand même beaucoup d'idéologies qui s'affrontent. Et vous parliez tout à l'heure d'Orban. Il y a une idéologie de droite qui existe en Europe, beaucoup. Il y a une idéologie, disons, de centre-gauche qui existe aussi. Une extrême gauche qui est un peu moribonde. Vous trouvez vraiment qu'il y a une différence entre les trois? Oui, il me semble. Parce que, si vous voulez, c'est comme Goethe disait que je préfère une injustice à un désordre. La gauche, elle préfère quand même qu'il n'y ait pas d'injustice. À la recherche de la justice, on est en train de mettre le monde face à un précipice. Oui, tellement on veut la justice qu'on est prêt à faire sauter tout. C'est vrai. Au nom de la justice. C'est vrai. Et j'ai l'impression que les agissements de la droite, parce qu'en France, on est un peu obsédé par la droite, l'extrême droite. C'est vrai. Au fait, c'est même pas une aspirine, la droite. C'est une espèce de comprimé de placebo. Ils s'agitent, mais je pense que le problème n'est pas là. Je vais peut-être vous expliquer le fond de ma question. Okay. On reproche à la Russie d'être archaïque, parce que la pyramide du pouvoir russe vient du XVIe siècle. Ivan le Terrible, et depuis ça n'a pas changé. C'est-à-dire que le pouvoir a changé juste les façades de cette pyramide, mais elle reste la même, et c'est très archaïque. Le monde occidental a changé au moment du traité de Westphalie, après les grandes guerres
religieuse en France, où la règle est devenue celui qui règne dicte la religion. Ce qui veut dire, autrement, la religion n'a plus aucun sens. C'est-à-dire que je suis protestant, mais si je suis dirigé par un catholique, eh bien, ça va être catholique. Quelque part, c'est là où la modernité a commencé, le modernisme a commencé. On a renoncé à la religion, au moral, et du coup sont venus les bolcheviks, qui ont remplacé le Dieu par le prolétariat, qui s'est réuni et qui a créé une espèce de pensée de gauche, de droite. Ils sont tous pareils. Et à la place aujourd'hui, et c'est là où on vit le changement, sont venus un nouveau type de prolétariat qui sont des pauvres de tous les pays, qui souvent sont des musulmans, ou des gens de l'Amérique du Sud, peu importe, mais c'est des gens qui sont contre l'establishment de la Maison Blanche. Et c'est toujours la réaction au remplacement du XVIe siècle et cette rénonciation au moral chrétien. Je pense que c'est ça. Et ma question, qui dicte aujourd'hui l'art ? Parce qu'il y avait l'art chrétien, qu'on le veuille ou pas, qu'on aime ou pas, mais la culture européenne, l'art européen, c'était l'art chrétien. Oui. De qui aujourd'hui est l'art et la culture en Europe ? Ça, c'est une question très vaste. Il faudrait que je l'écrive. C'est là où c'est compliqué, quand on est écrivain, de répondre à des questions. Et là, il faut répondre des choses auxquelles on a pensé depuis longtemps. J'ai jamais pensé à qui dirige l'art. Ce qui m'intéresse dans l'art, c'est quand il exprime sa liberté, même dans des carcans. C'est-à-dire que le christianisme, le catholicisme sont des carcans. Et comment les artistes ont réussi à se servir de ça pour exprimer des choses qui n'étaient pas tout à fait dans l'ordre de ces carcans. Donc c'est ça qui m'intéresse. Après, qui commande ? Franchement, en ce moment, qui peut le dire ? On est dans un monde bouleversé. Vous avez parlé tout à l'heure, vous, de la Troisième Guerre mondiale, et je ne suis pas loin de penser comme vous, même si je pense qu'on y est au bord, que heureusement on n'est pas encore tout à fait, mais on va peut-être être happé. Je crois que l'artiste, comme Gombrowicz, est quelqu'un qui dit non, quel que soit l'ordre. Quelquefois, il va dans le sens de celui qui commande. Par exemple, sous Louis XIV, c'était difficile de s'exprimer autrement qu'en disant à quel point le roi était quelqu'un de formidable et le meilleur et le plus grand des rois. Simplement, il y a eu Corneille qui ne disait pas exactement la même chose que Racine, qui ne disait pas exactement la même chose que La Fontaine, qui était resté fidèle à Fouquet, qui avait tout découvert, ce que Louis XIV a ensuite utilisé, et qui ne disait pas la même chose que Saint-Simon, qui critiquait beaucoup Louis XIV. Donc, si vous voulez, ce qui m'intéresse, c'est les artistes, c'est l'art. C'est cette chose étrange qui est l'art. Si vous me demandez qu'est-ce que l'art, je ne saurais pas vous répondre, mais cette chose dérangeante, cette chose qui dit non, qui ne veut pas être coincé dans quelque chose d'établi. C'est ça qui m'intéresse. Donc, qui commande ? Oui. D'abord, je ne sais pas comment répondre à votre question. Et ensuite, moi, ce qui m'intéresse chez les artistes, c'est ceux qui s'expriment contre, ou qui ne veulent pas que
leur façon de s'exprimer, parmi les bons, hein, parce qu'il y a beaucoup de mauvais artistes, il y en a beaucoup plus, il y en a 95% de mauvais, mais les très bons artistes, c'est ceux justement qui cherchent à faire en sorte que leur art soit quelque chose de vivant, tout simplement de vivant. Moi je pense à quelqu'un qui vit encore, qui est Pynchon, Thomas Pynchon, qui est un des grands écrivains américains qui méritait le prix Nobel depuis longtemps. Je suis ravi, cela dit, que Faust l'ait eu. Il ne se trompe pas tant que ça, le prix Nobel. Vous trouvez ? Pas tant que ça. Je pense qu'on peut donner la liste de tous ceux qu'ils ont ratés, mais ceux à qui ils l'ont donné n'est pas si mauvais que ça. Même si je l'aurais donné plutôt à Claudel qu'à Mauriac, ou à Bernanos qu'à Mauriac. Mauriac, franchement, ou même plus récemment, l'avoir donné à Leclésio, franchement, je trouve qu'il y a beaucoup d'autres écrivains, notamment Cartoresco ou d'autres qui l'auraient mérité, ou Murakami. Moi, je trouve que accepter un prix ou donner un prix à quelqu'un, c'est quasiment le mettre en danger de mort. Oui, parce que tout à l'heure, avant l'émission, on parlait de Brodsky, qui était prix Nobel. Oui, c'est et vrai. je trouve qu'à partir de ce prix, Brodsky ne m'intéresse plus, parce que tu deviens un apparatchik qui a eu une médaille. Et ça tue la création. Je suis complètement d'accord avec ça. Et c'est pour ça que, heureusement, on le donne à des artistes assez vieux. Heureusement. C'est l'épitaphe, au fait. Pardon ? Le prix, c'est un épitaphe. Oui, un peu. Un peu. Ah là là. J'ai adoré... Je dois vous dire que je ne savais pas cette histoire, que Gombrowicz, qui n'a pas eu le prix Nobel, a fait raconter ça, parce que... Ça, qu'est-ce que c'est drôle. C'est tellement drôle. Raconter. Parce que peut-être que les gens ne savent pas. Peut-être qu'ils ne vont pas dépenser, je ne sais plus combien ça coûte pour quand lire même ça, fou. mais c'est... Tous les gens qui n'ont pas ça râlent contre eux, mais personne n'a pensé à faire un procès. Et Gombrowicz a fait des études pour devenir juge ou avocat, je sais pas. Et tout d'un coup, il s'est dit, mais quel est exactement le libellé de ce prix ? C'est-à-dire, ça doit récompenser de prix Nobel. On est d'accord. De prix Nobel. Quel est le Non, c'était le... C'était un autre prix ? Un autre prix qui est un peu avant le prix Nobel. Et il a lu et il a dit, la personne qui l'a eu, ça ne correspond pas à ses critères, puisqu'il y a quelqu'un qui était Mary McCarthy qui avait déclaré dans la presse « Oh là là, le livre de Gombrowicz, j'en ai lu 50 pages, ça va être tombé des mains. » Il dit « Mais elle n'en a eu que 50 pages, donc elle ne peut pas juger mon livre. » Et donc il a fait un procès. Il a fait un procès au prix. Il a été un peu loin, mais pas trop. Et à mon avis, bien eu un prix parce qu'il a été remarqué quand même. Et l'année d'après, il a eu ce prix-là. Que quelqu'un comme Kissinger a le prix, reçoit un prix de la paix, tout en continuant de faire la guerre au Vietnam. Kissinger, l'Oducto. On chantait ça, je me souviens, dans la rue. Eh bien, ça, je ne savais pas. Oui, est-ce que ça a un sens aujourd'hui, ces prix-là Je ne sais même pas comment les qualifier. Les prix de la paix sont des prix quand même très, très branchés sur l'actualité. Donc l'actualité, c'est ce qui se dérègle le plus rapidement. Pour moi, ce prix-là est le prix le plus, je ne vais pas dire contestable, mais difficile à accepter, surtout après. Quand 30 ans après ou 40 ans après, on voit que Kissinger a eu le prix Nobel, soit on se fâche très fort, soit on rigole. Mais... Sauf que personne ne rigole, personne ne se fâche, et lui, il continue de conseiller les gens comment il faut vivre dans la paix. Est-ce qu'on l'écoute vraiment ? Ah, je pense, malheureusement. Ah oui. Mais oui. Je ne suis pas sûr.
C'est quand même un peu un zombie. Alors, la guerre, c'est vraiment une belle chose. C'est Gombrowicz qui a dit que la guerre, c'est les vacances. Ou c'est quelqu'un d'autre? Non, je me souviens plus. Je me souviens plus. Il n'a rien créé entre 39 et 45. Gombrowicz? Oui. Je pense qu'il n'a rien écrit pendant cette période. Jusqu'en 45, il n'a rien écrit. Il a découvert sa sexualité. Il a découvert, pas sa sexualité, je crois qu'il l'avait découverte en Pologne, mais il a découvert une liberté sexuelle incroyable. En même temps, ce qui l'intéressait, ce qu'il appelle le bas. Et je ne sais pas si j'ai eu raison de dire ça, mais je l'ai relié à Saint Jean de la Croix, c'est-à-dire qu'il parle de mourir, de ne pas mourir. Il y a quelque chose qui est de l'ordre, pas du spirituel, mais de la mystique, dans cette façon d'aller au bas du bas, de la... Je ne sais pas si on peut dire de l'avilissement, de la déchéance dans le bas, ce qu'il appelle lui le bas. Et je pense que ça l'a requis beaucoup pendant cette période-là, qui est la période de la guerre, en effet. Mais lui était en Argentine. Vous savez comment il est arrivé? Il est arrivé en 1939. Quand il est parti, c'était une occasion comme ça. C'est un émigré fortuit. C'est pas du tout un émigré qui va dans un pays plus libre, parce que l'Argentine était quand même la proie des colonels. Mais c'était quelqu'un qui a fui un monde dans lequel il ne se sentait pas pouvoir vivre. Et là, en Argentine, il s'est découvert lui-même. C'est quelque chose d'important. Mais si j'ai bien compris, vous n'êtes pas sûr qu'il a découvert l'homosexualité. C'est votre... vous devinez ça. Oui, mais il dit je n'ai jamais été homosexuel. Et je le crois. Le problème, c'est on peut très bien coucher avec des hommes sans être homosexuel. C'est la définition de l'homosexualité qui est en cause. C'est-à-dire, je pense qu'il n'a eu de sexualité pratiquement que masculine, mais quelle sexualité? Brodsky dit qu'il était plutôt voyeur, qu'il ne voulait pas toucher les gens, etc. Moi, je crois que c'est très difficile de savoir quelle est la sexualité des gens. Je pense qu'il a une sexualité. Il est sexuel. Quand il est en Argentine, il devient sexuel. Et sa sexualité l'oriente vers les hommes. Mais est-il homosexuel? Alors, permettez-moi de vous poser une question de façon peut-être désagréable. Je vais souvent à l'opéra, c'est comme ça que je me débranche du monde politique. Et à l'opéra, on voit clairement le cahier de charges qu'on impose aux metteurs en scène. Aujourd'hui, le cahier de charges, c'est d'avoir une cantatrice noire, quelques dizaines d'hommes nus sur scène, les femmes rarement, c'est presque... mais les danseurs obligés. Pourquoi vous insistez sur la tentative de description de la sexualité de Gombrowicz, puisque
chaque homme, chaque femme, chaque artiste a une sexualité, qu'importe. Pourquoi donner cette importance? Il y a des castrés, il y a des impuissants. C'est pas ça qui fait qu'ils créent ou pas. C'est une commande sociale d'aujourd'hui? C'est parce que ça va avec le reste. C'est-à-dire que il est toujours dans la balance, comme ça. C'est et ce n'est pas. C'est ou ce n'est pas drôle, c'est ou ce n'est pas tragique, c'est ou ce n'est pas. Et là, c'est pareil pour cette sexualité. Il est homosexuel et il ne l'est pas. C'est pour ça que j'ai insisté là-dessus. Pas pour savoir s'il est homosexuel ou non, c'est parce que ça correspond exactement à son être profond qui s'exprime dans son art. Parce que, par exemple, je suis assez déçue que un metteur en scène de cinéma et maintenant d'opéra comme Serebrennikov qui malgré une espèce de cancel culture russe, a fait l'ouverture du festival de Cannes précédent, qui a fait un film sur la femme de Tchaïkovski. Enfin, les gens cultivés savent que Tchaïkovski était homosexuel, mais les Russes rétrogrades disent mais c'est pas possible, c'est notre compositeur, comment voulez-vous qu'il... Mais pas du tout, pas du tout. Donc, Serebrennikov, on a fait une monnaie d'échange et il a spéculé là-dessus. Le film est une nullité absolue et maintenant il a fait l'opéra de Wagner Lohengrin à l'Opéra de Paris où Lohengrin est devenu un combattant, un soldat ukrainien sur le front russo-ukrainien. Ça, c'est exaspérant. Et c'est exaspérant. Et du coup, quand j'ai gobé votre livre, et quand je suis tombée sur l'extrait sur sa sexualité, j'étais presque déçue parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que... Est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui c'est obligé de parler de l'homosexualité des gens, sinon tu remplis pas le cahier des charges? Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Je n'ai débusqué ça que parce qu'il dit je n'ai jamais été homosexuel et que je le crois, que dans sa tête, dans sa façon de vivre sa sexualité, il ne l'était pas. Et comment ça se fait que Rita, c'était quand même elle qui a laissé publier Chronos, où c'est évident qu'il a des aventures homosexuelles, que ça existe en même temps. Donc, si vous voulez, c'est ça qui m'intéresse, cette espèce de... D'accord. Pas d'oscillation, mais de faire... Il y a en même temps les deux choses. Il est et il ne l'est pas. Parce que c'est compliqué, la sexualité. Mais bien sûr, mais voilà. Tout le monde. Rilke, tout à l'heure, on parlait de Rilke avant que notre chef Fopp ne nous ait donné le moteur. Rilke, il ne touchait pas Lou, André et Salomé. Est-ce que c'est pour ça que ces poèmes sont bien? On s'en fiche pas, non? Andreas Salomé est photographiée avec Nietzsche avec un fouet. Oui, non, mais je veux dire, elle ne couchait ni avec l'un ni avec l'autre, mais est-ce que ça en vaut la peine d'en parler? Voilà, c'est ça ma question. Peut-être pas pour Lou Andreas Salomé. En ce qui concerne Gombrowicz, je crois. Est-ce que la littérature aujourd'hui, où on peut parler de tout sans se cacher, est devenue plus intéressante que celle où il y avait des tabous? Non, mais c'est une autre façon. C'est d'une autre façon. C'est certain que... Je sais pas, je parlais de Racine tout à l'heure. Racine était est un personnage presque aussi compliqué que Gombrowicz. C'était un drôle de bonhomme quand on lit. Quand on lit tout simplement ces tragédies, c'est presque du Baudelaire, quelquefois le songe d'Athalie ou des choses, des eaux, enfin bon, c'est presque une charogne.
Il y a un écrivain russe, Vladimir Sorokin, qui a un fâcheux don de prédire ce qui se passe dans le monde. Il est très très compliqué pour un lecteur français. Il est traduit en français, je conseille vivement à tout le monde de le lire, parce que chacun de ses romans, il prédit ce qui va arriver dans 5 ans, 10 ans. Il vient d'ouvrir une exposition à Berlin, où, grâce à l'intelligence artificielle, il a créé des photographies ou des tableaux, je ne sais pas comment on dit, et il a donné à l'intelligence artificielle des idées, et l'intelligence artificielle lui a sorti des photos de Anna Akhmatova, de Dostoïevski, de Tolstoï, de Tchekhov, tout le monde dans des chambres de l'asile d'aliénés. Ils se sont tous retrouvés chez les fous. Ouais. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, les gens de talent sont des fous, obligatoirement? Est-ce que, quand vous lisez aujourd'hui les textes des grands classiques, ils peuvent ne pas passer aujourd'hui. Oui. Dostoïevski qu'on dit réac, antisémite, Tolstoï qui était celui qui voulait la paix, un bouddhiste. Aujourd'hui ça passe pas. Aujourd'hui on nous appelle les gens qui sont confortablement assis dans leur canapé, nous appellent tous à aller sur le front défendre des idées qu'ils n'arrivent même pas à formuler. Et les écrivains et des poètes peuvent tous se retrouver à Sainte-Anne. Oui, mais enfin, c'est une façon de regarder la littérature d'antan d'une drôle de façon, parce que c'est une littérature qui a été vivante, tout simplement. C'est-à-dire, moi je connais mieux... j'ai une passion pour Dostoïevski que je lis en français, je suis désolé, dans une traduction qui n'est pas forcément... Mais j'ai trouvé une traduction d'Anna Berberova de l'Éternel Marie, que je trouve excellente, qui m'a paru excellente. C'est excellent, oui. Je trouve que c'est du Dostoïevski pur. Oui. Alors... la folie, il y a des gens qui frôlent la folie. Ou qui, bon. Non, ma question, c'est pas est-ce qu'ils étaient vraiment fous ou pas, c'est qu'aujourd'hui, on les mettrait chez les fous. Je pense que c'est une façon d'aborder l'art, de vivre l'art. En fait, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait quand on lit un livre, quand on regarde une exposition, est-ce qu'on est là à jouir de la beauté, du trait, etc. L'art, c'est autre chose. C'est une chose qui est une mise en danger, qui est quelque chose qui va au nerf, qui va à l'os. En fait, ma question, c'est pas la définition de l'art, c'est la définition de réflexion. Ah non, vous répondez très très bien. Mais je vais la poser autrement en citant votre, comment on appelle celui qui se trouve en français devant, c'est pas prologue, comment on appelle ce... Épigraphe. Et donc, l'épigraphe de votre livre, c'est je n'étais pas un intellectuel typique. Voilà ce que je veux dire. C'est que mais il dit d'autres choses aussi. Non, mais bien sûr. Mais j'ai souligné ça parce que ne pensez-vous pas qu'on nous oblige de vivre dans un monde des intellectuels typiques? Et qu'il faut être un écrivain typique, parce que quand tu n'es pas typique, tu risques de te retrouver chez les fous. Mais si vous voulez, ça c'est quand même un phénomène de mode. C'est-à-dire que, moi je me souviens quand même, dans les années 50... De mode ou de la censure? Je pense pas que... C'est qu'une façon de faire de la censure, mais moi je me souviens que dans les années 50... quand le Parti communiste régnait sur la littérature française, on disait que
il valait mieux avoir tort avec Sartre qu'avoir raison avec Aron. Quelle phrase incroyable! C'est-à-dire que la mode fait que ça vous entraîne dans des positions invraisemblables. Et je persiste. Vous pensez que c'est la mode ou c'est parce que l'idéologie de gauche a bel et bien gagné? Pour moi, c'est pas de la mode du tout. C'est beaucoup plus compliqué et grave. Oui, c'est grave. Hein. Ce que vous dites est plus juste. Ouais. Ce que vous dites est plus juste. Mais il y a, je dis mode parce qu'il y a des allers-retours dans ces positions-là. Dans les années 70, sur le plan sexuel, il y avait une liberté sexuelle, et c'était ça qui était bien. Aujourd'hui, si quelqu'un touche quelqu'un qui a entre 15 et je sais pas quoi, ou touche une femme sur l'épaule, il va être... non, mais ça c'est quand même à de la la limite, mode. ça, c'est plutôt de la mode, oui, tout à fait. Mais je saute sur l'occasion parce que souvent, quand je critique la gauche, j'ai l'impression que je suis mal comprise en France parce que... Sans doute. En France, être de gauche, c'est... Enfin, on il y a ne la peut pas... On la Révolution française. Être, c'est ça qui a tout changé en France. La Révolution française, d'accord, mais la Révolution française, c'est aussi la terreur, c'est aussi la guillotine. La guillotine. Et comment est-ce que... pourquoi... si tu es dans l'art, si tu es un créateur, ne pas être de gauche, c'est quasiment un crime. Et pourquoi, à votre avis, moi qui viens du monde de la gauche, qui a gagné la grande révolution d'octobre, c'est la gauche. Et, pardon, mais le stalinisme ou le national-bolchevisme, non, le social-bolchevisme et le social-nationalisme, c'est les deux branches de la gauche. Mais qu'aujourd'hui, au lieu de parler de l'excès gravissime de la gauche, on a inventé le concept de l'extrême droite et on met tout là-dedans. Et du coup, on n'accepte pas l'horreur de la gauche, qui était le bolchevisme et qui, avec le trotskisme, a gagné les esprits, a gagné les universités. Et les pires extrémistes de l'islam sortent des universités occidentales, les têtes pensantes. Je peux être totalement d'accord avec vous. Mais alors, dites-moi, vous qui êtes français, mais d'origine lointaine, hongroise, et j'espère qu'on ne va pas... Transylvain. On ne va pas vous reprocher vos origines et dire c'est parce que, au fond, vous êtes hongrois que vous dites ça. Non. Vous comprenez mon désarroi face à la critique ma critique de la gauche. Non, non, non seulement je la comprends, mais je la fais mienne. J'ai été très agacé par des positions de gauche dans les années plutôt 50. Et je me souviens quand même de 56 en Hongrie, des chars russes qui arrivaient. Et comment moi j'ai réagi quand même assez violemment à ce moment-là. Mais si vous voulez, si la pensée de droite arrivait je serais contre aussi. C'est-à-dire que toutes ces positions dominantes m'insupportent. Mais c'est pas parce que c'est de gauche, c'est pas parce que c'est de droite, c'est parce que c'est une position dominante. Et que si on se plie à une position dominante, on n'est plus rien. Et l'activité artistique, c'est une position qui n'a rien à voir, parce que quelquefois, pour exister, on doit passer par les fourches codines des puissants. Mais il faut garder intacte cette capacité pas de se révolter, parce que c'est pas ça l'important, c'est de rester vivant. Que son art reste vivant.
En Russie, où la pyramide du pouvoir est quand même très très dure, quasiment la seule possibilité d'exprimer son désaccord avec le pouvoir, ou comme vous dites, de rester vivant, c'est une expression littéraire. Il n'y a pas d'opposition politique, mais il y a une opposition littéraire. Ça a toujours été comme ça. La France, qui est un pays politisé, c'est la politique. Est-ce que l'art est plus fort dans les pays totalitaires ? Est-ce que l'art est plus fort dans des pays totalitaires ? J'ai presque envie de dire oui, parce que j'ai pas mal été en Tchécoslovaquie au moment du printemps de Prague. Et j'avais des amis, et le théâtre Zabrano, qui était un théâtre extraordinaire, qui jouait Tchekhov très rapidement, avec un sous-dialogue qui était lent, c'était extraordinaire. Et si vous voulez, ces gens-là étaient dans l'opposition. Ils faisaient renéoter des textes, etc., des samistotes, et tout ça. Et puis est arrivé le libéralisme, et qu'est-ce qu'ils ont vu arriver? C'est-à-dire le McDonald's et la pornographie. Et ça a été terrible pour eux, qui avaient un espoir du côté de l'Occident, en disant ça va être formidable, ça va être merveilleux, on va être enfin libre. Et ce qui arrivait, c'était cette chose qui les désolait. On ne s'est pas battu pendant 20 ans, 30 ans pour avoir ça. Donc, si vous voulez, c'est... Je comprends ce que vous dites. En fait, on a eu un rêve occidental qui se trouvait derrière le rideau de fer, et ce rêve était plutôt vulgaire qu'autre chose. D'où peut-être ce renfermement aujourd'hui de l'Europe de l'Est par rapport aux valeurs de l'Ouest que les gens ont du mal à formuler. Quelles sont les valeurs J'allais vous poser la question, quelles sont les valeurs de l'Ouest? Moi, je pense... Enfin, c'est moi qui pose des questions, monsieur. Alors, quelles sont les valeurs y a-t-il encore des valeurs? On voit qu'elles sont pas mal malmenées, ces valeurs. Moi, quand on parlait de l'Amérique, on parlait du pays de la liberté. Et c'est ça qui, quand même, est profondément ancré en nous, même quand on voit que c'est pas mal malmené, c'est que ça reste un pays où on peut dire le contraire de ce que dit l'État sans être enfermé tout de suite. Et sans pouvoir changer quoi que ce soit. C'est ça le truc. Vous pouvez bien dire que... C'est quand même important. Non, mais c'est ça le problème, c'est que vous pouvez dire ce que vous voulez, mais ça ne va pas changer les choses, ce qui veut dire que le pouvoir est resté tribal, quand même. Bon. Démocratie ou pas, il est tribal. On voit quand même la démocratie, ce qu'elle donne, quand on voit les présidents des États-Unis, aussi bien Trump que Joe Biden, ou que les présidents qu'on a eus, c'est quand même une catastrophe. La démocratie passe par l'élection, une élection qui a lieu tous les 4 ans, tous les 5 ans, et on voit ce que ça donne. Donc le système ne marche pas. Alors je vais poser la question autrement. La guerre, celle qui est aujourd'hui illégitimée, parce qu'on ne peut plus avoir des guerres, on ne peut avoir que des opérations spéciales. Ce qui veut dire que l'armée, c'est une police, en quelque sorte. Il n'y a plus d'armée. Oui. Et d'ailleurs, cette guerre nous montre que les armées sont plus capables de produire des armes. Des armées professionnelles, c'est plus du tout l'expression du peuple. Pour moi, une armée occidentale aujourd'hui, c'est une espèce de spetsnaz, c'est une espèce de police armée. Oui. Voilà. Alors, la vraie guerre, dans un sens historique, c'est un état ultime. C'est-à-dire que c'est un état où vous êtes obligé de répondre, est-ce que vous êtes prêt ou pas de mourir pour vos convictions. On découvre qu'en Occident, les gens n'ont plus de convictions pour lesquelles ils vont mourir. On a trop en revanche, il y a les Ukrainiens qui disent
on est prêt à mourir pour nos convictions. Ouais. Et il y a des juifs israéliens qui disent on est prêt de mourir et on va faire la vraie guerre. Et les musulmans qui disent on a des convictions et on est prêt de mourir. D'où ma question, quelles sont les valeurs occidentales qui prétendent, l'Occident qui prétend être une civilisation, quelles sont les valeurs pour lesquelles ils sont prêts de mourir, ou vont-ils toujours dire opération spéciale, je me lave les mains et qu'importe. Est-ce que l'Occident a bel et bien perdu? Je crois que les Ukrainiens ont des valeurs parce qu'ils sont attaqués. Si nous, on était attaqués, on retrouverait des valeurs. Vous êtes sûr de ça? Presque. Presque. On a été beaucoup désabusés par la façon dont les valeurs dont on parlait ont été détournées. On voit même tous les rêves, aussi bien le communisme que le national-socialisme, etc. Tout ça, on a essayé tout ça. Et tout ça a donné des choses horribles. Et là, aujourd'hui, quelle est la chose pour laquelle on pourrait mourir? Quelle est l'idéologie? On n'a plus d'idéologie du tout. On fait un petit peu avec ça. Alors, ce que vous dites, c'est des opérations spéciales. Même la guerre n'est plus exactement la guerre. C'est un peu sinistre et inquiétant. Moi, je suis inquiet par rapport à cet état-là. On est loin de ce qui, moi, me préoccupe, c'est l'art. Mais comme on a dit tout à l'heure, l'art devient un front aussi. Le front culturel. Regardez, quand la guerre entre les Russes et les Ukrainiens a commencé, il y avait tout un... jusqu'à maintenant, on parle de... Qu'est-ce que l'art russe? Est-ce qu'il faut l'interdire pour le moment? Mettre une sourdine? C'est terrible. C'est quelque chose qui devient, à force de renoncer à une guerre dans les tranchées, on crée la guerre idéologique. Les mises en scène des opéras, ça devient un front. Par exemple, quand je vous parle de Lohengrin, de Serebrennikov à l'Opéra de Paris, il a mis par exemple sur scène les soldats sans les jambes, les réels soldats. Je suppose que c'est des soldats qui viennent de l'Ukraine. Ça devient un front aussi. Tout devient un front. Mais en même temps, il existe d'autres choses. Moi, j'ai vu des opéras à Aix où il n'y avait pas du tout ça. C'est-à-dire, aussi bien pour Soriano, la compositrice finlandaise, la mise en scène était extraordinaire, parce qu'elle allait dans le sens tout simplement de l'opéra. Et il y a eu un autre opéra, Written on the Skin, qui était un anglais. Et c'est pareil, la mise en scène était formidable. On se disait... Enfin, une mise en scène d'opéra qui ne tombe pas dans les travers que vous relevez, que vous soulignez, et qui font que moi, j'y vais presque plus à l'opéra à cause de ça. Je ne vais pratiquement voir que des opéras contemporains. Ouais. Parce que je me dis, bon... Si on le tire de cette façon ou d'une autre, ça... Après, vous savez, Docteur Atomique, c'est d'actualité. Mais d'ailleurs, on le voit nulle part, Docteur Atomique. Non, mais je pense qu'on peut très bien voir les choses comme vous les dites, par rapport à... Mais il y a aussi autre chose. C'est ça où j'ai mon côté optimiste. Je me dis, oui, c'est vrai, vous avez raison. Ça existe et il y a une tendance à ça qui est franchement exaspérante.
Mais en même temps, il y a quand même d'autres possibilités qui existent, des très grands opéras, des compositeurs d'opéra comme Georges Benjamin, je cherchais son nom, qui a fait cet opéra-là à Aix, qui était formidable, et avec une mise en scène formidable aussi, avec un livret formidable. Ça existe aussi. Et de toute façon, il n'y a pas beaucoup de bons artistes. Donc ce qu'il faut, c'est essayer d'aller repérer ce qui est bien, ce qui est intéressant, ce qui va à l'os, comme ça, qui essaye d'aller au plus loin possible. Vous êtes tellement optimiste et tellement vous trouvez du bon dans tout. Pourquoi vous vous intéressez... Pas dans tout. Oui, mais vous êtes... Justement, je dis qu'il y en a très peu. Vous êtes positiviste, voilà. Mais alors pourquoi le personnage qui dit non à tout, qui est Gombrowicz, pourquoi il vous intéresse? Lui qui renonce à tout, pour lequel tout est mauvais, rien n'est bon à ses yeux. Je ne le caractériserai pas du tout comme vous venez de le faire. C'est quelqu'un qui dit pas non à tout, qui fait en sorte de dire non chaque fois qu'on essaie de préciser les choses. Préciser, ça veut dire enfermer, ça veut dire faire mourir. Donc ce qu'il veut, c'est lui permettre de rester ouvert et de rester vivant. C'est ça qui m'intéresse dans ce personnage. Mon optimisme ne va pas jusqu'à d'admirer ou n'aimer que des écrivains optimistes, mais lui est quelqu'un qui n'est ni pessimiste ni optimiste, il est vivant. C'est ça qui m'intéresse chez lui, ça va au-delà de ça. Vous avez cité dans ce livre un écrivain russe. Davlatov. Davlatov, voilà, Davlatov. Il faut dire Davlatov. En russe, on dit Davlatov. D'accord. Parce que le A est en réduction, le O est en réduction, du coup ça devient un A. Donc vous parlez de Davlatov. J'ai envie de vous citer un roman d'un autre qui était son contemporain, un monsieur avec une vie très compliquée qui s'appelle Yuri Dombrowski. C'était un scientifique au départ. Il a écrit un livre qui s'appelle « Le singe est venu chercher son crâne ». En fait, dans ce livre, il y a deux scientifiques qui sont dans une salle de lecture et qui parlent de l'anthropologie. C'est des scientifiques anthropologues. Et c'est une utopie, ou une dystopie, je ne sais plus, et ça se passe en France. Dombrowski adorait les Français parce qu'il trouvait que la seule nation qui sait bien parler, c'est les Français. Il adorait parler français. Et donc ces deux scientifiques parlent entre eux dans une salle d'anthropologie où il y a des crânes, des différents crânes de différentes formes. Et voilà qu'il y a un singe qui arrive et qui réclame son crâne. Je trouve que c'est une œuvre qu'il faut lire aujourd'hui parce que l'Europe, dans sa capacité de bien parler, de formuler des idées, dans son art oratoire, devient un singe dans sa barbarie. On accepte la barbarie, on accepte qu'on décapite les nourrissons, tout en défendant l'idéologie de ceux qui l'ont fait. Qu'en dites-vous? Là, je me trouve assez dur par rapport à l'écriture, la littérature européenne. Je pense que c'est important pas qu'on écrive bien, surtout pas, mais que l'écriture, je me répète, je suis désolé, mais soit active. C'est-à-dire que quand on dit quelque chose,
quand on emploie certains mots, ça veut dire quelque chose. Après, ces mots, ils changent selon les époques. Quand on emploie un mot dans les années 20 et qu'on l'emploie aujourd'hui, ça ne veut pas dire la même chose. Donc ce qu'il faut, c'est être attentif, mais pas accuser l'outil. C'est celui qui le manie qui est accusé, pas l'outil. La langue française est une langue magnifique. Je ne mets pas en question la langue, je mets en question... J'ai compris ça. Oui, je mets en question le beau parler. Oui, ça, moi, je le mets en question aussi. Parce que quand j'écoute les intellectuels russes, franchement, c'est chiant parfois, parce qu'ils parlent lentement, ils formulent mal leurs phrases. Le français, c'est... la manière de s'exprimer des Français est très mondaine, très jolie. Parfois, j'écoute, c'est comme la belle musique dont je n'arrive pas à répéter le leitmotiv parce que je ne retiens pas. Je suis admirative devant cette capacité de faire des jolies phrases. Je ne suis pas capable d'en sortir une idée. Oui. C'est vrai qu'il y a un art de parler à la France. Je me souviens, j'avais été au Brésil pour la Biennale. Je m'occupais de la Biennale à São Paulo. Et j'ai fait le voyage avec un intellectuel français. Et on arrive à l'aéroport et à ce moment-là, on nous prend et on dit au gars, tu sais que tu as une conférence à faire dans 2 heures. Il dit, mais j'ai rien préparé, on ne m'a pas prévenu. Et il a été à sa conférence, il a fait une conférence brillante et on lui a dit, ah, c'est tellement français. C'est vrai qu'il y a ça, mais moi je ne parle pas de ça. Je parle justement pas des 95% qui forment le tout venant je parle de ceux qui se servent de cette chose-là pour dire autre chose. Pas pour ronronner quand même dans ce que vous dites mondain, dans quelque chose de mondain. Ça existe. Mais c'est pas ça du tout qui m'intéresse. C'est comme les mises en scène d'opéra. Vous dites, c'est toujours, c'est vrai, à 95%, même peut-être 98%, n'empêche que il y a Georges Benjamin, il y a Sariaro qui ont fait des opéras qui étaient extraordinaires. Alors ça représente peut-être 2%, mais c'est déjà extraordinaire que 2% existent. Et il faut faire en sorte de parler de cela et de peut-être un peu oublier les autres qui sont de tout venant. Brièvement, est-ce que vous pouvez dire, conseiller ou citer un écrivain africain, francophone ou anglophone, peu importe, ou peut-être dans la langue locale. Il y a un écrivain africain dont je parle dans ce livre qui a écrit L'ivrogne dans la jungle. C'est un livre désarmant, désopilant. C'était tellement drôle que Queneau, qui l'a traduit, on a rajouté encore. On retrouve l'histoire de la traduction, mais c'est un livre brillantissime, non, pas brillantissime, mais drôlissime. Et on voit ce que pourrait donner une littérature africaine qui serait débarrassée d'abord de la langue anglaise, puisque c'était écrit en anglais, et tout d'un coup, pas être obligé d'attaquer l'occupant, le colonisateur, mais de tout simplement être ce qu'elle est, d'être chacun des pays qui constituent l'Afrique, parce qu'il y a pas mal de pays différents. J'ai été pas mal en Afrique pour l'art contemporain. Et il n'y a aucune commune mesure entre l'Éthiopie et le Sénégal, entre le Sénégal et l'Afrique du Sud, ou le Bénin, où il y a d'autres religions aussi qui existent, d'autres cultures, le Nigeria
qui a une sculpture qui remonte au XVIe siècle, etc. D'autres pays qui sont beaucoup plus récents. J'y crois beaucoup à la jeunesse de l'Afrique. Je crois beaucoup à la jeunesse, d'abord. Et l'Afrique me paraît un territoire extrêmement intéressant, alors que dans l'actualité, je regarde plutôt au nord. D'accord. Et la toute dernière chose, on a parlé de Brodsky, d'après ce que j'ai compris, vous l'aimez. J'aime sa poésie. Savez-vous que Brodsky a failli être enterré à côté de la tombe de Ezra Pound, en Venise? Ezra Pound, c'est quelque chose d'un peu difficile à parler de lui. Moi, je ne le connais pas très bien. J'ai lu les cantos. C'est pas un écrivain qui m'intéresse. Je vois très bien le sens de votre question. Êtes-vous sûr? Pas tout à fait. Le sens de ma question, une fois au-delà, est-ce que les artistes deviennent égaux? Ou même au-delà, parce que, en fait, quand la veuve est venue au cimetière de Venise et qu'elle a vu qu'on a fait le trou, la fossée, pardon, pour la sépulture de son mari à côté de la tombe d'Ezra Pound, elle a dit mais non, j'accepte pas. Et du coup, elle a demandé des fossoyeurs de mettre, on a creusé ailleurs. C'est-à-dire que le destin a voulu faire un geste d'égalisation, en quelque sorte. Mais vous pensez que même au-delà, il faut garder chacun son idéologie? Non, je pense pas ça. Mais Brodsky, encore une fois, vous le connaissez beaucoup mieux que moi. Moi, je connais uniquement sa poésie, que j'apprécie et que je relis à la poésie américaine plutôt. Et c'est un peu en ça qui m'intéresse. Alors que, par exemple, vous parliez d'Akhmatova, moi j'aime beaucoup une autre poétesse, j'ai oublié son nom. Marina Tsvetaeva, peut-être. Pardon? Marina Tsvetaeva. Voilà, que je préfère à Akhmatova, mais je les lis pas en russe. Donc je pense qu'elle est plus facile à traduire en français. Et donc je ne sais pas comment parler de Brodsky. Je pense que vous êtes plus à même, vous. Non, ma question, c'est pas Brodsky, c'est pas. Moi, si vous voulez, Brodsky, je connais sa poésie, que je relis à la poésie américaine, et c'est ça qui m'intéresse chez lui. Après, ses opinions, sa façon d'être avec le pouvoir russe, je ne le connais pas. Non, mais c'était juste quelqu'un qui était obligé d'immigrer. Je ne connais pas très bien comment il s'est comporté aux États-Unis. Je sais qu'il était un peu ulcéré par ce qu'il a découvert, comme beaucoup de gens qui rêvaient de l'Occident et qui voient que ce n'est pas aussi merveilleux que ça. Mais Brodsky, c'est sa poésie qui m'intéresse. Et ça, je ne peux pas dire que ce soit mon poète préféré. Ma question, c'est pas sur Brodsky. Ma question, est-ce que une fois dans le monde, dans un autre meilleur monde, est-ce que Céline va être à côté d'un Aragon? Est-ce qu'ils sont en train de trinquer ensemble dans l'au-delà? Mon goût de grotesque qui apparaît là-dedans me permet de répondre oui. Voilà. Merci.